Donc Philippe Delavier est mon partenaire de l'ARIA depuis près de 15 ans et il intervient dans la filière, pour la filière automobile, aéronautique et les services également. Donc il s'appuie sur plus de 15 années de vécu opérationnel, ce qui est plutôt important de le préciser. Et voilà, on a décidé aujourd'hui de lui demander de nous parler de maîtrise de flux pour nous expliquer en quoi c'était important cette cohérence dans l'entreprise. Voilà, bah, écoute Philippe, je te laisse prendre la parole et puis dérouler voilà, l'intervention. Alors si vous souhaitez intervenir, on a positionné un temps d'échange à la fin de l'intervention. Mais si vous avez besoin de poser des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas parce qu'on n'est pas nombreux et ce serait dommage de se priver de cette interactivité parce que c'est le but, hein, c'est vraiment d'être interactif et de ne pas faire du descendant. Hein, voilà. Voilà, je donc te laisse la parole. Ok, donc tout le monde m'entend bien? Ça marche? C'est bon. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, comme le disait Valérie, on a un support qui est un prétexte. Donc, je passe ces éléments qui sont ici. Je viens de voir une dernière coquille, c'est qu'effectivement, ça s'appelle management de la qualité. Donc, on a, voilà, malgré les petites corrections, donc il n'y a pas de tromperie. On va bien parler on va bien parler de Lean globalement. Je l'ai articulé de la façon suivante. J'ai repris ce qu'on avait dit dans un précédent webinaire qu'on avait fait à la sortie du confinement, qui était sur le thème de la performance. Reparler un peu des enjeux observés des entreprises. Donc là aussi, ce serait intéressant de voir si ce que j'ai pu mettre et ce que j'entends dans les entreprises, ça croise ce que vous ressentez et vivez vous-même. On n'est pas dans un cours ou dans une présentation de contenu, donc j'ai simplement reposé quelques sujets ou quelques principes autour du flux, puis proposer une façon d'aborder le sujet et surtout consacrer une grande partie de temps j'ai 6 ou 7 exemples de mise en œuvre dans des entreprises qui ne sont pas que du secteur auto d'ailleurs, de façon à ce qu'on puisse échanger autour de ça et puis illustrer véritablement comment on peut le faire. Et puis donc on termine par la présentation de la formation qui sera proposée, la formation action qui sera proposée ensuite. Voilà. Alors, donc du coup, ça, puisque tu l'as fait, on peut y passer, on peut passer sur cette partie de CV. Donc, maîtrise des flux, levier de compétitivité. Bon, effectivement, cette thématique de la compétitivité, elle reste prégnante. Donc, l'idée, c'est d'utiliser tous les leviers possibles. Alors, à la sortie du confinement, ce qu'on avait dit, partager, c'était qu'on avait des opérations qui étaient déstabilisées, une pression financière qui restait forte, hein, qui était forte, et on insistait beaucoup sur le côté frugal, c'est-à-dire que finalement la performance, il y avait l'idée de retrouver le moyen de générer un maximum de ressources et en s'appuyant toujours sur ce que veut être le lean ou l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de travailler plus vite, mais au contraire de viser à travailler mieux, plus efficacement, avec toute cette notion de valeur ajoutée, de non-valeur ajoutée, comment finalement on supprime ce qui n'est pas utile. Alors, ce qu'on vivait et que je vois encore là aujourd'hui, c'est la notion d'une demande qui fluctue. On était en pleine reprise à l'époque et là, aujourd'hui, on retrouve toujours, on a encore des carnets de commandes qui fluctuent. Alors, ça peut être des diminutions d'activité, ça peut être des instabilités de mix, ça peut être des produits qui ont changé, des entreprises qui sont parties sur de nouveaux secteurs d'activité. Donc, on est globalement pour faire le lien, sur des flux qui vont se retrouver déstabilisés par rapport à ce qu'on pouvait vivre précédemment. Bon. Et donc, les recommandations qu'on avait partagées à l'époque, c'était de dire qu'il fallait faire attention de ne pas vouloir forcément changer de monde en oubliant tout ce qu'on avait auparavant, hein, en n'oubliant pas qu'il fallait continuer à améliorer ce que nous faisions bien et de ne pas oublier donc ce qui était les points forts. Hein. Et bon, ça, je pense que de toute façon, par rapport à la compétitivité et à l'enjeu d'aujourd'hui, ça reste complètement vrai. N'oublions pas des outils comme le standard, par exemple, qui finalement reste un outil qu'on n'a jamais fini de bien utiliser. Forcément, bien évidemment, le contexte était aussi et reste d'intégrer l'agilité avec une implication accrue des équipes, mobilisation des équipes dans cette période-là. Donc, c'est-à-dire que
les notions de pilotage en boucle courte, ça je le vois de toute façon toujours maintenu. Donc des décisions plus rapides, plus proches du terrain, l'implication de tous. Donc on est toujours dans les notions de coordination, de motivation et finalement de développer les individus. Hein, et donc il ne faut surtout pas qu'on oublie que le lean, c'est aussi ça, c'est le développement des personnes. Et puis la flexibilité. Alors, formule que j'ai plutôt utilisée en 2020, qui était de dire qu'il s'agissait d'être agile, mais de ne pas être agité. Donc, faire attention dans cette flexibilité, parce qu'on a des besoins de s'adapter à une demande qui varie. Donc, comment on peut répondre rapidement de manière efficiente, et ça va faire le lien avec le flux, à des demandes qui fluctuent. Et alors, ça dépend du contexte. Peut-être que ça, on pourrait l'évoluer aujourd'hui, mais se dire que si nos clients ont des difficultés, parfois aussi savoir la développer en interne plutôt que de vouloir l'imposer à l'externe. Puis bon, tout ça nous emmène aussi vers les notions de polyvalence et de polycompétence. Bon. Donc, quand j'ai repréparé ce webinaire, je me disais que ces points-là, finalement, restaient des points qui avaient une certaine actualité, mais qui restaient quand même d'actualité en ce moment. Alors, sinon, maintenant, si j'ouvre un peu, et là, ça peut être intéressant aussi que vous leviez la main pour réagir par rapport à ça. J'ai remis quelques enjeux. Alors, j'avoue que je n'ai pas été très créatif là-dedans. J'ai simplement rappelé quelques enjeux qui sont finalement des enjeux permanents pour l'entreprise, mais qui, à mon avis, compte tenu du contexte financier, des enjeux, de la situation qu'on a connue, eh bien, restent complètement d'actualité. Donc, dans les leviers, bien sûr, aujourd'hui, on a toujours de la productivité à manœuvre. J'aurais pu mettre aussi des notions de taux d'utilisation d'équipement, mais ça devient un petit peu moins prégnant parce que dans certaines entreprises, on a des taux d'utilisation d'équipement qui sont devenus plus faibles. Jamais oublier de toute façon les leviers de réduction de non-qualité. Et puis, alors après, on peut l'illustrer de deux façons, soit la réduction des stocks quand on regarde des quantités physiques, ou on peut le traduire aussi globalement sur la réduction du besoin en fonds de roulement. Et puis, assez souvent, quand on veut prendre des opportunités, je vois ça chez les clients où finalement, on demande de reprendre des business qui ont été, alors, soit parce que malheureusement une entreprise a disparu et donc des activités sont reprises. Enfin, on va avoir besoin d'aller sur le marché et comment on y va le plus vite. Hein, sur des nouvelles références, sur des nouveaux secteurs d'activité qu'on a décidé d'engager. Bon, alors, le prisme de ce matin, c'est de dire que la proposition, c'est que dans l'entreprise, bon, toutes ces challenges, on les a. On peut les voir régulièrement affectés à des personnes différentes ou des secteurs différents. Hein. On va dire que les stocks, c'est la logistique. On va dire que la productivité manœuvre, c'est plutôt la production. Et puis, on dira que le BFR, c'est la partie financière. Et puis, le time to market au bureau d'études. Bon. Et le danger, des points de vigilance dans ce que j'ai pu observer, et Valérie rappelait tout à l'heure le nombre des années, c'est le fait qu'on juxtapose des actions de progrès et qu'il n'y ait pas forcément de mise en cohérence de ces actions de progrès. Et ça me semble être l'écueil. Donc, est-ce que déjà peut-être voir s'il y a des mains qui se lèvent parce que je ne les vois pas, ou est-ce qu'il y a des réactions déjà par rapport au constat de la situation et puis sur les enjeux qui sont les enjeux de l'entreprise actuellement? Je te le dirai. Donc, on continue. Voilà. Alors, donc, l'idée, c'est comment s'y prendre par rapport pour donner de la cohérence à tout ça. Alors, idée, l'optimum pour un flux n'est pas forcément la somme des optimums locaux. Alors, pour l'illustrer, une petite cartographie là qui parle de quoi? Qui dit que assez souvent dans nos entreprises, quand on regarde nos flux, on a deux rectangles bleus, l'un qui parle de process, enfin, on a une étape de process, on va avoir une presse, on va avoir oui, une étape qui va impliquer fortement une machine, et puis on peut avoir ensuite des opérations d'assemblage. Alors, les process sont plus ou moins complexes, mais les processus sont plus ou moins complexes, mais on va retrouver ce genre de choses. Et puis finalement, lorsqu'on va essayer de cartographier le flux et le comprendre, alors on a le camion de notre cher fournisseur qui arrive par la gauche, et puis sur la droite, on a notre client, un camion qui part, et puis le stock que j'ai simulé en haut. Et puis donc, on voit que il y a différentes situations de points d'attente, de stockage. Donc, j'ai indiqué plus particulièrement ici le stock des matières premières, le stock des magasins produits finis, et puis la partie qui est d'expédition et le stock client.
Alors, je dis pas que c'est inutile, mais il y a des moments où on va se dire, bon, ce serait très bien d'un point de vue du prix de revient d'augmenter la cadence d'une machine. Et donc, on va travailler, on va mettre de l'investissement. Et on va effectivement avoir un temps de cycle qui va être réduit. Donc, on peut dire qu'on passe moins de temps, on a plus de capacité, etc. Toute la question, c'est de se dire, est-ce que le tuyau, finalement, que constitue le flux, est suffisamment, lui, adapté, enfin, est adapté à la demande du client, parce que c'est quand même ça l'élément important, c'est que on va avoir d'un côté la demande, donc sur la droite, là, la demande du client qui doit rythmer, hein, le fameux takt time dont on parle, donc comment être au diapason de la demande du client, et on va avoir dans l'autre bout du flux l'arrivée de composants ou de matières de la part de nos clients, et puis ce qu'on essaie de faire dans tout ça, c'est de planifier. Hein, et planification, c'est-à-dire en interne comment on va pouvoir se débrouiller et comment on va essayer de gérer les paramètres. Alors les paramètres, j'ai essayé d'en figurer quelques-uns qu'on prend en compte globalement dans une planification. Alors j'ai mis uniquement pour pas mal les internes. Mais bon, voilà, alors, vous voyez, l'idée c'était d'en mettre un certain nombre quand même et de se dire que lorsqu'on veut planifier et piloter l'opération, mais effectivement, on va avoir des notions de rotation des stocks, comment on a paramétré nos stocks, les seuils de rappro, les stocks de sécurité. Après, quand on a un process, il va y avoir une notion de fiabilité d'équipement, de l'eau, le temps de cycle que j'évoquais. Sur l'assemblage, on va aussi retrouver les lots. On va avoir éventuellement des questions de non-fiabilité, des questions de disponibilité de personnes, des notions de cadence. Et puis, sur la partie produit fini, oui, mais on essaie aussi de gérer, parce qu'on a un œil sur les stocks, la rotation des stocks. Donc, on a un ensemble de paramètres et toute la question, c'est comment on va réussir à mettre tout ça en harmonie et ne pas avoir une action, quand je disais tout à l'heure, productivité main-d'œuvre, ok, donc on va mener une opération à l'assemblage, mais si finalement on mène une opération à l'assemblage, mais que cette opération est contrainte par le débit qu'on peut obtenir de la part du process, et on ne se retrouve pas en cohérence. Bon. Alors ça, mon idée pour l'instant, elle parle beaucoup de flux physique, mais on va voir au travers des exemples qu'on on va aussi au-delà, et en partie sur la partie flux d'informations. Donc, finalement, comment aborder le sujet? C'est que déjà, si on n'a pas une confiance que ce qui intéresse le client, au fond, c'est le flux, on va plutôt être centré sur nous et pas centré sur le client. Et donc, les avantages d'une pensée flux, ça va déjà d'être orienté vers le client. Hein. Ensuite, si on a encore en mémoire la vue d'avant, finalement, beaucoup de personnes vont contribuer à la réalisation de ce flux. On a forcément les personnes qui vont piloter les opérations de process d'assemblage, mais on va aussi avoir les personnes qui vont maintenir les équipements, les personnes qui vont organiser la planification, approvisionner, donc on a toute la fonction supply chain, et puis on a l'administration des ventes, parce qu'il a bien fallu à un moment donné récupérer, donc voilà. Donc finalement, si on pense flux, et si on pense à tous ceux qui vont contribuer au flux, on va impliquer beaucoup de personnes dans l'entreprise, et si l'on décrit ce flux, on va donc avoir une vision partagée de la situation. Bon. Le fait de penser flux aussi, et d'avoir construit cette vision, va faire qu'il sera beaucoup plus facile de penser la transformation parce que l'on aura déjà un accord sur la situation telle qu'elle est. Et donc, ça renvoie au fait que sur le comment s'y prendre, eh bien, on commence d'abord par cartographier le flux existant. Parce que je suis toujours assez interpellé lorsqu'on essaie de questionner les personnes en premier dans une entreprise et lorsqu'on demande comment les opérations se décrivent, eh bien, la plupart du temps, on n'est pas aligné. Donc déjà, être d'accord sur la façon dont le processus, dont le flux se réalise. Alors, les avantages, autre avantage d'une pensée flux, eh bien, c'est qu'on a un plan d'action qui va résulter de cette vue initiale et de la définition d'une cible, qui va être un véritable projet industriel. Alors, j'ai voulu mettre ça parce que là aussi, c'est l'idée qu'on ne juxtapose pas les actions, mais on va donner de la cohérence. C'est-à-dire que si jamais vous avez un goulet d'étranglement sur votre étape de process, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la partie assemblage. En fait, votre goulet d'étranglement, il existe au niveau de la presse. Donc, ça donne des priorités. Voilà. Et ensuite, on peut utiliser ce projet qui peut être décrit, qui peut être bien aussi décrit dans le temps. On peut en faire un véritable levier d'engagement des équipes. Bon, alors,
autre atout dans ce que j'ai pu observer et pratiquer, c'est que finalement, cette analyse de flux qu'on va faire au départ, elle est très souvent utilisée sur le temps d'écoulement parce que finalement, le tuyau qui peut être le symbole du flux, plus ce tuyau est court, plus en fait, il va caractériser notre capacité à être réactif. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la flexibilité, la capacité à réagir rapidement. Donc assez souvent, on a vu, et dans le secteur automobile en particulier, on s'est intéressé à dire que la longueur du tuyau devait être courte de manière à être flexible. Vous avez vu en mémoire aussi dans le petit schéma d'auparavant que finalement, quand on va empiler tous les stocks tout au long de ce flux, tout ça va constituer soit un niveau de stock, soit le BFR, le besoin en fond de roulement. Donc finalement, on est très intéressé pour travailler sur ce taux d'encoulement. Bon, je vais vous citer aussi dans des exemples après que finalement, ça a permis de travailler sur un qui fait quoi dans des réorganisations d'entreprise. En particulier, dans des endroits où on a des étapes du projet. Hein. Donc, ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai pu pratiquer, observer avec le temps, c'est que cette description du flux, on peut la mettre au service de plein de choses. On peut y mettre un focus qualité, on peut y mettre je pense à une prestation où en fait on avait la directrice financière voulait à tout prix, enfin disait qu'elle avait une difficulté pour récupérer les 10% de solde de facture à la mise en service. Bon voilà, donc on fait intervenir différentes entités. Bon, voilà, et donc finalement, eh bien l'idée c'est que pour faire la transition avec les exemples que je vais vous présenter derrière, c'est de dire que tout est flux. Alors, je ne voudrais pas finalement dire qu'en dehors du flux, rien n'existe, mais c'est de dire qu'on peut vraiment, l'ensemble de nos processus correspondent à des flux, et que cette vision de regarder le flux, de voir comment on peut le faire évoluer, comment on peut comment on peut l'améliorer, eh bien finalement reste un levier de compétitivité qui est à notre disposition. Si je le reprends dans ce qu'on a pu vivre dans les dernières années, ça reste un levier globalement, de mon point de vue, sous-utilisé. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où finalement, lorsqu'on parle de ce sujet-là, ça n'a pas été envisagé. On n'a pas regardé la situation de cette façon. Alors, s'il n'y a pas de questions, l'idée, c'est de plus partager avec vous quelques exemples de mise en œuvre, alors qui ont été faites dans le cadre de l'ARIA ou aussi en dehors. J'ai essayé d'être assez large pour essayer d'illustrer un petit peu. Alors, le premier exemple, justement, ça fait référence à la directrice financière. On est dans une activité, alors j'ai anonymisé parce que, c'est parfois délicat de parler d'entreprise en particulier. Donc là, on est dans une entreprise qui elle fabrique et elle installe des produits qui sont à la commande. Hein. Donc en fait, on n'est pas dans de la série. Il y a forcément des modules à l'intérieur qui sont standards. Mais voilà, et donc en fait, le processus qui a été travaillé, c'était le processus de la prise de commande jusqu'au fameux règlement de ces 10% de solde, parce que le client dit j'ai 10% en réserve au cas où pendant 3 mois j'aurai des difficultés. Voilà. Donc vous voyez, on a un processus qui est très large parce que on inclut le processus de demande du client, on lui fait un devis, après on attend et on reprend, il y a une commande qui arrive et on l'espère. Et donc l'entreprise, sa difficulté, c'était la non-maîtrise du délai et du coût. Parce qu'ils prévoyaient un budget sur cette affaire et en général, ils étaient en dehors de ce budget. Bon. Alors, comment on s'y est pris? Eh bien, tout d'abord, on a, dans la démarche, on a décrit les étapes du processus. Alors ça, on l'a fait de manière collégiale, donc constitution d'un groupe qui représente toutes les fonctions. Ce groupe est allé observer sur le terrain. Et le terrain, c'est dans les ateliers, mais c'est aussi dans les ordinateurs, puisqu'on va aller voir concrètement comment ça se passe, comment on reçoit les informations, comment elles sont transformées, comment on se transfère des informations dans les entités, ce qui est maîtrisé, ce qui n'est pas maîtrisé. Et donc, ça commence à nous faire envisager des nouvelles règles. Et puis donc ce travail, eh bien, il a conduit à un plan d'action priorisé. On avait aussi dans ce groupe donc des chargés d'affaires, hein, puisqu'en fait c'est un métier qui se caractérise par les chargés d'affaires. Et donc travail. Alors on a travaillé sur à peu près 4 mois avec l'entreprise, et après 6 mois, on était sur quasiment toutes les affaires à
une atteinte des objectifs coûts et délais. Alors, ça peut paraître comme ça magique, mais en fait, c'est pas magique. Il y a un certain nombre de points clés qui ont fait que c'était un véritable, que ça pouvait être un succès. Il y a eu plusieurs choses. C'est que tout d'abord, effectivement, dès le début, toutes les fonctions qui étaient impliquées dans ce flux ont été associées à la démarche, à la description du flux et à la définition des engagements. Ensuite, l'autre point important a aussi concerné le suivi par le dirigeant. En fait, le dirigeant, lui, a animé des sessions de suivi entre les interventions de façon, alors donc déjà, il était présent à chaque début de session, présent à la fin de chaque session, il nous laissait travailler, mais donc il était bien impliqué, il savait ce qui se passait, et il a donc pu donner l'impulsion, montrer l'importance du sujet. Point que je n'ai pas signalé, c'est que dans cette entreprise, concomitamment à ce sujet-là, l'idée était de mettre en place des chefs de projet. Puisque l'entreprise n'était pas structurée de cette façon-là. Donc, ça veut dire qu'on a aussi travaillé dans cet exemple-là à la définition claire du rôle du chef de projet, comment ça allait s'interfacer entre le début, entre l'avant et l'après. Et puis, on a pratiqué aussi, et donc avec un autre partenaire de l'ARIA, Jean Calonne, on a pratiqué un accompagnement mixte, c'est-à-dire qu'on a à la fois travaillé sur le savoir-faire, c'était ma partie, mais on a aussi travaillé sur le savoir-être. C'est-à-dire que Jean a travaillé avec les équipes, celles qui travaillent avec moi, de manière à voir quelles étaient les bonnes règles de fonctionnement entre les personnes. Lorsqu'il y avait une réunion, lorsqu'on faisait des points intermédiaires, dans ces points-là, quelles étaient les attitudes de bienveillance, et voilà, dans toutes ces caractéristiques-là. Bon. Et je pense que ça a énormément contribué au succès. Hein. Et le dirigeant au départ était plus orienté lean en disant attends, c'est de la mécanique, etc. Et il n'a pas eu à regretter à la fin qu'on ait mis aussi cette dimension humaine. Donc voilà un premier exemple de mise en œuvre de cette pensée flux. Deuxième exemple, alors on est là, on était dans la première entreprise, une entreprise qui faisait un petit peu moins de 100 personnes. Là, on est dans une entreprise où on est dans du B2B, on n'est pas dans l'automobile et on a moins de 50 personnes. Cette entreprise-là, elle avait un taux de transformation des devis qui était insuffisant, hein. Ce qui a interpellé le dirigeant. Et puis finalement, on s'est rendu compte que une des causes qu'on pouvait identifier, c'était le fait qu'on mettait beaucoup trop de temps à répondre. Donc là, on est vraiment dans la logique que le flux est un tuyau d'une longueur trop importante. Et bon, donc comment on aborde cette démarche? Mais effectivement, on a cartographié, donc là non plus un flux physique, puisqu'on était uniquement dans un processus de devis. Le client, alors il y avait des appels d'offres, il y avait des demandes qui arrivaient directement, alors par différents modes, des fax, des mails, un petit peu toute nature, donc ça complexifie parfois les flux. Donc le point de départ du processus, c'est la demande d'un client qui arrive, et la fin du processus, c'est alors devis envoyé, et on l'avait étendu aussi à la réponse du devis, parce que comme ça, on avait inclus la relance ensuite. Hein. Mais bon, donc étape classique, description de ce flux. Et donc, on est allé au-delà du devis. Et puis, on a donc travaillé avec une équipe donc, qui prenait les chargés d'affaires, le dirigeant, le commercial aussi, sur la construction d'un flux cible. On s'est bien sûr attardé sur les points de non-maîtrise. Ben, pour citer quelques exemples, un des premiers points de non-maîtrise, c'est que finalement, à quel devis on répond n'était pas clair. C'est-à-dire qu'on répondait parfois à des devis qui n'étaient pas dans la stratégie commerciale de l'entreprise. Donc, on a travaillé aussi cette partie-là. Donc, c'est-à-dire comment je maîtrise, point de non-maîtrise, finalement l'entrée et la sélection des devis auxquels on répond. Puis l'autre point fort qui a permis d'assurer, de garantir la pérennité de la maîtrise, c'était la mise en place d'un tableau de pilotage. Alors là, vu la taille de l'entreprise, il y avait une réunion chaque semaine et ce tableau de pilotage était suivi, animé par le dirigeant de cette PME. Et donc, on est vraiment parti dans le fait chaque semaine, ça se passe. Et donc, on est passé, alors je crois de mémoire, ça a été un peu plus de 6 mois, c'était autour de 9 mois, où on est passé de 25 à 40% de taux de transformation. Donc là aussi, l'idée, c'est d'insister
sur le fait que ces démarches-là nous permettent d'envisager des gains significatifs. C'est le tableau de pilotage pour garantir le respect des étapes et maîtriser le processus. Et puis là aussi, une bonne implication. Ça faisait suite à une action qui avait été menée. On avait déjà travaillé avec presque les mêmes équipes, de façon à ce que bon, on était déjà, j'allais dire, en jambes aussi sur de la partie amélioration continue. Donc, deuxième exemple, issu d'une PME. Troisième exemple, là, on est dans de la partie industrialisation, enfin, on va se focaliser sur la partie bureau d'études. On est dans une entreprise qui conçoit et fabrique des produits, et bon, alors elle les vend à des clients en direct. On n'est pas dans le secteur automobile non plus, mais pour dire, pour situer, PME d'une centaine de personnes qui travaillent aussi pas mal à l'international. On est 3 mois pour mettre au point un produit. L'ambition, c'est 1 mois. Donc, comment on s'y prend? Eh bien, on va décrire toute l'étape qui va de la demande d'un client pour un nouveau produit ou la volonté de l'entreprise de faire évoluer sa gamme, d'apporter un nouveau produit sur le marché, jusqu'au moment où ce produit a été démontré industriel, c'est-à-dire qu'il est passé dans l'atelier au travers des prototypes et qu'il est, on va dire, fabricable, c'est-à-dire que dans les standards qui ont été définis et qu'on est conforme au prix du devis. Bon. Donc là, démarche, à nouveau, formation à l'analyse du flux, avec une mise en pratique, identification d'un flux cible, avec l'idée, avec un point important qui est que dans la phase purement étude, on consacre plus de 21 jours pour réaliser la partie étude avec de multiples logiciels, etc., etc. Construction d'un flux cible. On identifie aussi les points clés de pilotage du projet. On met en place, alors on est en cours de mise en place, mais ce qui a déjà été gagné sur cette partie des 21 jours, qui a semblé tout de suite un élément sur lequel il fallait prioriser, eh bien on a d'ores et déjà, donc je vais vous dire, on est, on va dire en 4 mois, on a gagné 50% sur la phase étude. Donc on est passé en fait de 21 à 10 jours sur la phase étude. Alors, point clé pour le succès, là je remettrai, je ne l'ai pas indiqué là, mais je pourrais quasiment le mettre tout le temps. Il y a une transformation dans l'état d'esprit du dirigeant, c'est-à-dire qu'il a vraiment intégré que lui ne pouvait pas dire je vais venir un consultant pour vous aider à travailler. Il est complètement partie prenante du sujet, uniquement pour, non pas pour trouver des solutions, mais pour montrer l'importance et suivre ce qui se passe. Et puis on a un groupe qui implique aussi à leurs clients et fournisseurs internes. Donc le client interne, c'est finalement la production qui va vérifier. Puis dans les fournisseurs internes, il y a, la fonction commerciale. Parce qu'il y a des tas de fois où on développe mal, parce qu'on on fait un prototype à partir d'un cahier des charges qui a été établi, qui n'est pas suffisamment clair, par exemple. Donc vous voyez, là, volontairement, je démarre par des sujets qui ne sont pas des sujets directement opérationnels. On voit beaucoup plus classiquement se produire les analyses de flux. Nouvel exemple. Alors, on a cet exemple date d'il y a quelques années. On est typiquement dans la cartographie. On est revenu là dans le monde de l'automobile chez un fournisseur d'équipementiers. Donc, on est chez Aron 2. Il transforme du métal et derrière, il y a quelques opérations de finition. Donc, on a vraiment une cartographie qui ressemble beaucoup à celle symbolisée que je vous ai présentée. Là, l'enjeu, c'était la réduction du temps d'écoulement des produits dans l'usine avec une visée claire, c'est le besoin en faux de roulement. Donc, former l'équipe de direction. On est là aussi sur une entreprise qui est l'ordre d'une centaine de personnes. Donc, l'idée, c'était véritablement que toute l'équipe de direction comprenne bien toute cette logique transversale parce qu'on était très séparés entre logistique, entre production, chacun cherchait à se battre un peu de son côté. Travail sur la cartographie. Donc, quelles sont les principales actions sur lesquelles on est sorti? On est sorti sur de la stabilisation du planning, parce qu'au fond, on avait cette logique qui consistait à accepter des variations sans mettre les amortisseurs où il fallait, de la réduction et non pas de la réduction de la taille des lots. Donc ça, effectivement, ça a été un apport significatif.
Et puis aussi, on avait un impact sur les produits qui ont été ciblés là. Il y avait un impact qualité. Donc, en fait, on a mis en place des petits contenants. Alors, ça a permis de réduire. Et puis, les petits contenants ont aussi permis de... je saute tout de suite au résultat. Ont permis de réduire la non-qualité parce qu'en fait, en mettant dans des petits contenants plutôt que dans des gros bacs métalliques, eh bien, en fait, on avait moins de défauts d'aspect sur les pièces. Bon. Et puis, ben là, ça veut dire que sur la ligne de produits concernés, hein, constituant une presse et puis c'est les machines de finition derrière, eh bien, en 4 mois, on a réduit 30% le besoin en fonds de roulement. Point clé de succès, formation de l'équipe. Là aussi, un dirigeant qui est, voilà, qui est bien présent dans son entreprise. Et puis, vraiment, ce qui a été ressenti et réexprimé enfin, c'est la construction d'une vision partagée transversale et le fait que chacun voyait le flux bien de la même façon. Autre sujet, alors, qui est bon, parfois n'est pas d'actualité. On croise des entreprises qui sont plutôt à redimensionner leur outil de travail. Là, une entreprise où on a 30% d'activité à intégrer, on va dire à l'horizon 12-18 mois. On a donc des nouvelles machines à installer. On ne peut pas agrandir les surfaces. Alors, il y a un peu de surface disponible. Et donc, le point de vigilance du dirigeant dès le départ, qui est très clair par rapport à l'ensemble de l'excellence opérationnelle, c'est on a vraiment fait un bon travail pour organiser nos flux, avoir des bons principes de pilotage en cours, etc. Donc, il ne faut surtout pas que cette arrivée de machine nous mette par terre tout le travail qu'on a appris de 4 ou 5 ans. Donc là, on a travaillé, et cet exemple-là, donc il peut symboliser le fait qu'on travaille sur du développement d'activité, et puis aussi sur le fait qu'on a dû travailler sur des produits qui n'étaient pas présents. Donc on n'avait pas le flux existant. On avait le flux qui était cible, on avait des informations bien sûr sur les cadences du produit, on savait comment on allait devoir le produire. Sur les machines, on avait des informations qui étaient parcellaires. Bon. Et donc voilà, donc on a fait plutôt en mode projet. Donc ça, c'est aussi pour dire que cette pensée flux, on peut l'appliquer dans de la conception de produits. Dans l'exemple d'avant, je vous ai parlé du processus d'industrialisation, mais là, on est en train de parler d'un processus physique, mais on n'a pas encore physiquement les moyens. Donc ça, c'est aussi un autre cas d'utilisation. Et puis ensuite, le focus qui était mis là-dessus, c'était que pour implanter, le vrai sujet, c'est quel espace je laisse entre les machines ou quel espace je dédie autour de la machine pour pouvoir mettre les encours. Les matières, comment je distribue mes produits, hein, finalement, mes composants, comment ces flux vont s'exercer. Et donc, ça nécessite de calculer les stocks et les encours, hein, pour avoir les surfaces. Et donc, on a eu tout ce travail-là qui a permis d'identifier toutes les composantes des stocks, de faire des choix, de se rendre compte qu'il y avait parfois des choix, enfin, la bonne pratique stricte était impossible. Donc, en fait, ça veut dire je dois prendre des risques, mais comme j'ai un bon outil, je vais être capable de mesurer le risque que je prends et donc de savoir le gérer. Alors là, aujourd'hui, on est à la fin de l'année dernière, donc en fait, ces actions vont se mettre en place, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un retour très positif. Alors, certaines personnes avaient déjà travaillé un peu sur le sujet Carto avec moi, d'autres non. Les nouveaux qui sont arrivés ont vraiment découvert le sujet, se sont appropriés. Et donc, ce qui a bien marché, c'est qu'effectivement, là encore une fois, le dirigeant est très peu intervenu, mais son message était très clair. Et puis, on avait une équipe pluridisciplinaire entre de la supply chain, de la technique et de la production, de façon, bon, et là où je pense je peux m'engager, c'est que l'arrivée des machines va se faire. Alors, il y aura certainement des couacs, comme dans toute opération industrielle, mais finalement, l'équipe sera robuste face à ça parce qu'elle est complètement alignée sur l'objectif et sur la façon de fonctionner. Ensuite, autre exemple, on a un parc de presse qui a des ruptures d'alimentation en composants. Donc en fait, on a des presses et puis il faut alimenter des composants, enfin schéma classique, hein. On doit alimenter des contenants vides, on doit récupérer des contenants pleins, il y a des composants à amener, enfin schéma classique qu'on rencontre. Bon, et donc la difficulté, c'est qu'on a régulièrement des ruptures d'alimentation. Donc là, la démarche du flux, elle a été très ciblée, elle n'a pas été globale, elle a été autour des trains qui alimentent. Donc là,
analyse des boucles de train. Donc là, on n'est plus avec un comité de direction, on est directement avec ceux qui font. On fait de la cartographie en salle avec des post-it, des paperboards, on va voir sur le terrain. On mesure, on observe, on a des éléments qui sont complètement factuels et indiscutables. Et puis, suite à ça, forcément, premier constat, analyse des dysfonctionnements, etc., de forte variabilité. Donc, on va se focaliser d'abord là-dessus. Hein. Un des principes de Lean, ça reste de stabiliser les opérations. Donc, en fait, on travaille là-dessus. Et puis, on construit des nouvelles boucles parce que quand on a commencé à améliorer certaines étapes du train, eh bien, tout ce qui pouvait être un pseudo-équilibre auparavant n'existe plus. Donc, on va reconstruire de nouvelles boucles équilibrées. Puis, on met en place de la mesure. Les trains vont systématiquement pointer, j'allais dire, à chaque passage, suivant un tableau de marche, et vérifier qu'on arrive bien à tenir ce que l'on a dit. Eh bien, en 4 mois, on a réduit de 50% les ruptures d'approvisionnement. Alors, on n'y est pas, bien sûr, il y a encore des difficultés. C'est pas de la magie, tout ça, mais vous voyez, on est quand même sur des chiffres assez significatifs. Bon, et encore une fois, là, je pense que, il y avait une vraie volonté du dirigeant qu'on vienne intervenir et qu'on vienne lui donner un coup de main. Le travail important, il a été dans la communication au départ, dans la constitution d'un groupe où il y avait des fonctions méthodes qui étaient là pour apporter de l'aide méthodologique pour faire des observations de poste, des choses comme ça, faire des chronos. Et puis après, il y avait les acteurs, donc des opérateurs logistiques et de leurs managers. Donc, vous voyez, là, je ne mentionne pas les comités de direction. Donc, dans cet exemple-là, l'idée, c'est de parler du fait qu'on peut le faire sur une partie de processus, là c'était uniquement les boucles de train, et que si la cartographie de flux est véritablement un outil qui peut guider une stratégie industrielle, c'est aussi un outil qui s'applique au plus proche du terrain avec des opérateurs et des managers, et leurs managers de proximité. Dernier exemple, avant de passer à une conclusion, et donc du coup je serai à peu près dans le timing. Là, un exemple qui sort, là, je ressors de l'automobile, on est dans l'aéronautique. Alors, ce qui est intéressant, bon, la filière aéronautique, c'est une filière qui se caractérise quand même par une certaine force dans le rapport de force des donneurs d'ordre globalement. Et donc, on a une entreprise là que j'accompagne qui avait une instabilité de la demande. En fait, vous voyez, par instabilité, c'est quand même de 12 à 500 pièces par semaine. Bon, donc on est dans quelque chose qui paraît complètement aberrant parce que s'il y a bien quelque chose qui caractérise la filière aéronautique, c'est la stabilité de la sortie du tuyau, quoi. C'est que finalement, on ne change pas tous les 4 matins la cadence de sortie des avions chez Airbus, par exemple. Bon. Et donc, du coup, ça crée un bazar pas possible. Et on était amené à faire varier le temps d'ouverture, on recrutait des intérimaires pour s'en séparer après, etc. Bon. Alors, patron des opérations, lui, il a déjà ce câblage Lean, pensée flux, etc. Donc, ça facilite les choses. Et donc, la démarche, ça a été il a pu être l'ambassadeur et aller voir son client, discuter avec le client, visiter le client, comprendre le process du client et constater en fait qu'il y avait un gros écart entre ce qui était la demande du client et ce qui était le rythme réel qui pouvait, parce qu'en fait, le client utilisait les pièces dans une étape de process derrière qui était particulièrement rigide. Donc, en fait, le tempo et le takt time d'utilisation du client étaient particulièrement maîtrisés. Et donc, là, on a été dans un travail beaucoup de discussion et de compréhension réciproque des flux, à la fois en interne et externe, et de voir comment on pouvait sortir sur du gagnant-gagnant. Donc, c'est ce que je mets en disant accord avec le client sur un rythme de production par palier. Et donc, le résultat, c'était un lissage de l'activité suivant des paliers, parce qu'on peut comprendre effectivement que le lissage, il n'est pas ad vitam aeternam sur le même niveau. Hein. Et puis donc, on a supprimé toute cette partie. Donc d'abord, on a amélioré la performance de livraison, parce qu'il y avait forcément des loupés quand on passait son temps à adapter les variations, adapter le temps d'ouverture. Et puis, en fait, il y a aussi un retour pour l'entreprise que j'accompagne, puisqu'en fait, plus de recours aux intérimaires, un effectif stable, formé, un management qui passe beaucoup moins de temps à perturber en permanence tous les flux. Hein. Donc, point clé de succès, c'est peut-être de savoir sortir de la boîte et de se dire qu'il y a des moments où j'ai pris un exemple là avec les clients
mais on pourrait aussi appliquer la même chose du côté des fournisseurs. Donc, se dire qu'il y a des moments où la solution va résider à l'extérieur de notre flux interne et comment on peut y aller, hein. Et puis, oser, dans ce cas-là, la remise en cause de la demande, et non pas se dire il faut s'adapter, c'est la demande du client, on doit la respecter, etc. C'est quand même de la challenger, hein. Bon, pas de manière unilatérale, mais dans le collaboratif. Bon, et puis après, le point clé de succès, ça a été respecter l'engagement, parce que l'engagement, bien sûr, c'était de dire contre la stabilité, moi, je suis irréprochable sur la livraison. Et donc, du coup, on peut baisser les notions de stock, de sécurité, etc. Et puis aussi, en interne, accepter qu'on ait plus de stock, parce que il fallait qu'on puisse gérer un certain nombre d'instabilités et de faire en sorte que si jamais il y avait une stabilité, qu'on avait encore un petit peu de variation derrière, on puisse la rééquilibrer. Donc, parfois, mettre du stock reste quand même un élément utile. Voilà toute une série d'exemples qui est large, et donc je terminerai par, alors forcément quelques convictions, parce que vous avez certainement compris que je pense que cette pensée flux, elle est assez incontournable. Je pense qu'il faut vraiment avoir l'idée que le flux, c'est pas une conséquence, soit une variable d'ajustement, mais vraiment le flux est à l'origine. Alors, je tiens d'une personne qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce métier, il m'a expliqué, lui, qui a ramené les méthodologies japonaises dans les années 80. Donc, il était chez Toyota, il a infusé ces méthodologies-là en Europe dans les années 80. Il m'expliquait que dans les années 80, chez Toyota, quand on dessinait une pièce ou un sous-ensemble, on avait toujours deux vues. Il y avait la vue de la pièce et l'autre vue, c'était le flux dans l'usine. C'est dire que la pensée flux était à l'origine. On n'imaginait pas concevoir sans... on ne pouvait pas concevoir si le flux ne pouvait pas être bien, quoi. Voilà. Bon, bien évidemment, on doit cartographier le flux initial pour bien le comprendre. C'est un préalable de façon à avoir une vision factuelle partagée de la situation. La transformation du flux, alors j'ai mis en avant des actions qui s'étaient passées rapidement, mais c'était pour cibler sur certaines parties. Mais la transformation du flux est beaucoup plus un programme. C'est-à-dire que globalement, quand on va opérer une cartographie de flux, qu'on va faire l'existant, la cible et le plan d'action, on va à peu près identifier entre 10 et 15 chantiers de progrès, ce qui veut dire qu'on est parti pour à peu près 2 ans pour mener les actions. On peut avoir des résultats rapides, mais on va travailler de manière graduelle, et ce programme d'action va durer dans le temps. Démarche pragmatique, mais elle conjugue aussi la vision stratégique et l'amélioration continue. Donc, on peut faire des opérations, des points spot, des gains spot, et ensuite, on va inclure tout ça dans une vision industrielle stratégique. Elle est partagée, co-construite, donc c'est-à-dire qu'on va engager les équipes dans un véritable projet. Et pour reprendre, on parle beaucoup de sens en ce moment, en disant qu'il faut donner du sens dans l'entreprise, mais il y a certainement aussi, de mon point de vue, un sens industriel. Et puis, aussi, j'espère vous l'avoir montré au travers des exemples, la démarche n'est pas réservée au lean manufacturing, parce qu'elle s'adresse également à tous les processus de conception et de service. Voilà ce que je voulais dire. Alors, est-ce que il nous reste après à parler de la formation? Est-ce qu'on a des réactions, des questions à ce stade-là, ou est-ce qu'on enchaîne? Je me tourne vers Valérie. Alors, je vois pas de main levée, mais après, voilà, si certains d'entre vous souhaitent intervenir, c'est l'occasion, voilà, d'échanger avec Philippe. Bon, il y a eu un tour d'horizon qui est quand même pas mal, avec des exemples qui sont très variés. Bon, moi, ce que je retiens, j'ai noté le mot implication et vision partagée, communication. Voilà, ce qui me paraît super important, savoir-être, savoir-faire et savoir-être. Je trouve que le lien, on peut faire le lien. Demain, on propose un webinaire sur le management de la qualité. Et je trouve que le lien est pas mal à faire parce qu'on a parlé processus, décomposition, et finalement, Lean et bien gérer son SMQ, ben, ça va de pair, quoi. Voilà. Donc, beaucoup de cohérence dans tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions. Moi, je voulais faire un petit commentaire. Bonjour à tous, je suis Nicolas Casier, je suis responsable de l'amélioration industrielle dans l'usine Toyota à Onin, qui fabrique la Yaris. Et donc, je voulais vous remercier pour votre présentation, Monsieur Delavier. J'ai trouvé plein de justesse en étant toujours dans le sujet de l'amélioration continue, comme avoir une vision partagée. Donc, c'est un outil que nous, on utilise souvent, le Material Information Flow Diagram, et on l'utilise également pour développer la performance chez nos fournisseurs. Et il y a plein de points clés que j'ai notés qui sont tout à fait justes, comme
l'engagement du dirigeant. Je pense que rédiger un schéma de flux, c'est super important pour vraiment comprendre la réalité du terrain et avoir les vrais problèmes à solder. L'implication des acteurs, Valérie vient de le souligner. Et puis c'est surtout que ça permet, cette vision flux, non seulement d'améliorer le lead time ou le délai d'écoulement de la matière, mais ça permet aussi de visualiser. Finalement, on peut, en mode flux, on peut aussi regarder où sont les points de sortie ou d'entrée de la non-qualité, où sont également les performances individuelles de chaque process et de voir où sont quelque part nos bottlenecks. Et voilà, l'importance de l'organisation et de l'implication de tous, ça c'est vraiment un point important. Et peut-être un commentaire, c'est l'organisation flux également, ne jamais, on va dire, omettre également il y a le flux matière, mais il y a également le flux de l'information. Et ça, c'est vraiment aussi très important de pouvoir combiner les deux et de voir qu'il n'y a pas seulement de l'optimisation du flux matière à faire, mais également le flux d'information, et on peut avoir aussi gros bénéfices à s'intéresser à ce genre de sujet. Donc, merci beaucoup. Ah, mais merci du commentaire, je retourne le compliment. C'est vrai que vous avez bien fait de. Enfin, il y a 2 points qui sont vraiment importants. Le flux d'informations. Alors, j'ai pris le parti de ne pas mettre une VSM ou enfin, un diagramme de flux avec les notions de flux d'information, mais vous avez raison, c'est souvent aussi un élément. Dans l'exemple des devis, enfin de la conception de machine, c'était flagrant, la transmission d'informations entre différents acteurs, entre le chef de projet, les personnes qui faisaient des études, etc. Il y a un autre point important, et alors quand on visite votre site, ça saute aux yeux, c'est que la traduction après sur le management visuel, quoi, hein, et sur le pilotage du flux, parce qu'en fait, on détermine là complètement, enfin, on ne peut pas associer une bonne définition de flux, enfin, on ne peut pas dissocier, pardon, l'analyse du flux et les décisions qu'on va prendre de la mise en œuvre au travers d'un pilotage visuel pour être capable de détecter les écarts. Ça, c'est vraiment c'est vraiment clé, cette partie-là. Ouais. D'autres réactions, commentaires, questions? Vous pouvez activer votre micro. Je ne sais pas s'il y a... Hey, Luc. Oui. Alors, bonjour à tous. Luc Lecoche. Alors moi, c'est un peu particulier parce que je vous appelle pas je suis pas actuellement en France, je suis au Vietnam. Voilà. Mais ceci étant, j'ai bossé dans l'automobile pendant un grand nombre d'années. Et en fait, j'étais très intéressé par cette présentation parce que nous sommes. En fait, je suis en charge de 2 usines d'ameublement d'environ 5000 personnes. Et on a un accroissement de la demande qui est assez, c'est complètement dingue puisqu'on doit multiplier par 1,5 notre capacité de production en 9 mois. On a fait 3 mois, il nous reste 6 mois à faire. Et là, on a encore 33% d'accroissement à effectuer. Et en fait, notre projet dont je suis en charge, le projet, on est effectivement bien parti sur le flux. Et en fait, même si c'est au Vietnam, ce que je voulais simplement partager, c'est certainement à un niveau, on va dire, à un autre niveau, mais on retrouve tous les principes que vous avez énoncés, le savoir-faire, le savoir-être, l'implication du client, des fournisseurs internes, externes, le flux, la cartographie, le calcul des stocks, penser out of the box. On retrouve l'ensemble, le mode projet entre les différents services, l'implication de la direction, qu'en fait je représente. Donc c'est mondial, voilà. Et en tout cas, c'était très intéressant parce que moi, ça m'a premièrement convaincu qu'on est sur la bonne voie, même, et ça m'a aussi donné un certain nombre, on va dire, d'idées dans la réalisation de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc merci, très clair, très pragmatique et très utile. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Philippe, il faut que tu ailles faire un tour au Vietnam. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, bon, si j'ai bien compris. Pourquoi pas? Ah ben écoutez, ce sera avec plaisir. J'ai été plusieurs fois en Chine. Enfin, j'ai parcouru pas mal de monde, donc effectivement.
Ouais. Actuellement, on ne peut pas rentrer au Vietnam, mais bon, on a bon espoir. Voilà. Ah ben écoutez, ce sera avec plaisir en tous les cas. Vous pouvez en sortir? Je peux en sortir, mais comme on ne peut plus rentrer en France, de toute façon, ça fait plus d'1 an que je D'accord. suis coincé, enfin pas coincé. Ça Ouais. fait 7 ans que je suis au Vietnam, et là, ça fait 1 an, effectivement, qu'on ne peut plus bouger. Voilà, c'est comme ça. On attend. Bon, donc peut-être la dernière étape qui est de vous dire qu'on a un prochain rendez-vous par rapport au flux. Oui, alors oui, parce que en fait, ce qui était important aujourd'hui, il y avait plusieurs choses en fait. C'était voilà, c'était de vous partager de l'information, de vous faire connaître Philippe, et puis de vous proposer d'aller plus loin. Enfin voilà, que vous sachiez qu'on peut faire des choses plus loin. Voilà, c'est-à-dire c'est indiqué pour aller plus loin. Et moi, j'ai demandé à Philippe qui nous propose une date pour proposer de la formation et puis aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc on a prévu, alors je sais pas ce qu'il y a sur la slide suivante, la date ou qu'est-ce qu'il y a. Oui, voilà, En fait, si, la date en fait. oui, voilà, Je il y a la suis- date, oui. Ouais. On a calé le 9 mars pour démarrer le programme. Ouais. D'accord. Et donc, en fait, juste pour le. Donc, là, on y a mis, je vais dire, le prétexte des flux, mais je pense que assez souvent dans les accompagnements, on a cette pensée flux au départ de toute façon. Donc, on a repris cette thématique levier de compétitivité, utiliser les flux. Le format qu'on a déjà pratiqué, hein, il n'est pas innovant, mais c'est aussi parce qu'il est robuste et il a fait ses preuves. C'est de dire qu'on crée un petit groupe d'entreprises où on a à la fois un travail en collectif, qui est donc de 2 jours en collectif, et puis 6 demi-journées qui sont dédiées à l'entreprise pour résoudre un sujet qu'on a identifié. Donc ça permet à la fois d'acculturer, ça permet aussi, alors la première fois on est plus dans la présentation, dans des jeux, dans de la simulation. La deuxième journée on est aussi dans le partage d'expériences parce que cette deuxième journée se fait une fois que les entreprises ont commencé à avancer. Et puis après il y a un résultat très concret pour l'entreprise parce que je vous ai mis clôture juillet 2021, c'est-à-dire qu'on est sur 3 ou 4 mois, c'est-à-dire que le but c'est d'identifier un quick success, un succès rapide qu'on est capable de mener, donc sur un périmètre bien sûr qui sera plus restreint. Je vous ai dit feuille de route certainement plutôt de l'ordre de 2 ans. Luc parlait par exemple de 9 mois pour faire des transformations. Donc cette idée elle est là, c'est à la fois de l'inter, de l'intra, ça permet aussi de créer du réseau entre des acteurs qui sont dans des entreprises souvent localement assez proches. Donc voilà, donc plein de choses intéressantes. À chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des améliorations significatives sur l'indicateur code de progrès qu'on avait associé. Et donc, on conjugue le côté formation, tu disais formation, action, parce qu'on est réellement, non seulement on est dans la transmission de connaissances, mais on les met en œuvre et on va jusqu'à la mesure du résultat. Super, bien présenté. Donc, on vous enverra de l'information, voilà, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et puis, voilà, partager autour de vous. Voilà, je ne sais pas il nous reste 3 minutes si on veut prendre un commentaire ou une question, une remarque supplémentaire. Ouais. Notre C'est ombine. terminé par cette vue-là quand même. Hein, Notre ombine, oui. Puisque c'est Il moi manque qui ai le la main. patron, là. On n'a pas mis le patron. Il va pas être content, le patron. Ouais. Non, rien de plus. À ce moment-là, on va s'arrêter là. On va vous envoyer le lien si vous souhaitez réécouter Philippe et puis les informations qui vont bien sur l'ARIA et sur ce qu'on peut proposer après. Voilà. Et puis pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous demain pour parler qualité. Alors vous ou vos collègues, enfin voilà, il ne faut pas hésiter à partager, tout simplement. Merci beaucoup et puis écoutez, bonne journée à tous. Merci à vous et belle journée. Merci, au revoir. Au revoir.